Les maths sont-elles invention ou découverte? En voilà une question passionnante. Alors bien sûr, un puriste pourra dire que les deux cas sont en fait isomorphes et que du coup la question importe peu, un peu comme l'ordre dans lequel on tire les cartes dans une pioche bien mélangée. En fait non, il y a une différence fondamentale entre les mathématiques dites classiques, celles qui suivent les pas de Cantor, Gödel et Bourbaki, et les mathématiques dites intuitionnistes ou constructivistes, c'est la même chose, celles qui suivent les pas de Kronecker, Brouwer et Martin-Löf. On y viendra. Pour l'heure, j'aimerais vous faire sentir qu'à défaut de modifier la validité des théorèmes mathématiques, la manière d'aborder ces théorèmes peut grandement modifier notre ressenti, nos intuitions et notre appréciation des mathématiques. Et selon les caractères des uns et des autres, il peut être plus excitant de penser que l'on est en train d'explorer un univers mathématique dont on essaie de dénicher des merveilles, ou il peut être plus excitant de penser que l'on construit des nouvelles structures mathématiques telles des Lego. Alors, de façon grossière, on peut dire que de nombreux chercheurs en mathématiques pures, en géométrie, en analyse ou en algèbre, ont tendance à plutôt penser qu'il existe un monde idéal des idées, un monde platonicien où vivent les concepts mathématiques et où on peut se promener pour les découvrir. De l'autre côté, des chercheurs en mathématiques plus appliquées ou en informatique théorique vont être plus constructivistes dans la mesure où l'existence des objets importe peu. Pour eux, ce qui importe, c'est qu'on puisse les construire. À titre personnel, ayant grandi dans la pure tradition des mathématiques de Bourbaki, j'ai longtemps été plutôt platonicien. J'ai longtemps cru à l'axiome du choix et j'ai longtemps admiré les preuves par l'absurde. Cependant, j'ai fait ma thèse en mathématiques appliquées et la notion de calculabilité s'est retrouvée au cœur de nombre de mes réflexions. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à rejeter l'axiome du choix et les preuves d'existence par l'absurde. Assez tergiversé, venons-en aux différences mathématiques entre platoniciens et intuitionnistes. On peut résumer le cœur du débat à la loi du tiers exclu. Cette règle de la logique stipule qu'une proposition est ou bien vraie ou bien fausse. Autrement dit, en langage formel, on a X ou non X. Il n'y a pas de troisième possibilité. En particulier, la loi du tiers exclu affirme qu'un théorème qui n'est pas faux est forcément vrai. C'est cette affirmation qui irrite tant les intuitionnistes. Pour un intuitionniste, au final, la véracité d'un théorème, on s'en fout. La question qui importe, c'est est-ce qu'on peut construire une preuve du théorème. Ceci est particulièrement le cas lorsque l'on cherche à prouver l'existence de certains objets. On en a vu plusieurs exemples dans les épisodes précédents et je vous propose d'en étudier un autre. Considérons le théorème suivant. Il existe au moins un chiffre qui apparaît une infinité de fois dans les décimales de tau, où tau est 2 fois pi. On peut prouver ce théorème par l'absurde. Supposons que tous les chiffres apparaissent tous un nombre fini de fois. Alors le nombre de décimales de tau sera la somme des nombres d'apparitions des différents chiffres, qui est un nombre fini. Donc tau a un nombre fini de décimales. Et ça, c'est absurde. Tau a un nombre infini de décimales. Notre supposition initiale était donc fausse. On a ainsi prouvé qu'il existait au moins un chiffre qui apparaît une infinité de fois. Le théorème est donc vrai. Oui, mais l'intuitionniste s'en balèque. Ce qui lui importe, c'est de déterminer un chiffre qui, en effet, apparaît une infinité de fois dans les décimales de tau. C'est ça pour lui qui importe lorsque l'on dit l'expression « il existe ». On peut en effet déterminer le chiffre en question. Et du coup, l'intuitionniste va regarder la preuve de plus près et va se demander si, à partir de cette preuve, on est capable de la modifier et d'exhiber un chiffre qui, en effet, est solution de la question que l'on se posait initialement. Et dans notre cas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de partir de la preuve et d'exhiber un chiffre qui, en effet, va apparaître une infinité de fois dans les décimales de tau. Et ça, pour un intuitionniste, ça veut dire que la preuve que l'on a donnée ne sert à rien. Autre exemple, considérons le théorème qui dit qu'il existe deux irrationnels x et y tels que x puissance y est rationnel. Voyons-en une preuve classique. Rappelons que racine carrée de 2 est un nombre irrationnel. Je vous mets la preuve de cela en petit. Mais du coup, si racine carrée de 2 puissance racine carrée de 2 est un nombre rationnel, on peut poser x est égal à y est égal à racine carrée de 2 et on a une solution du théorème. Dans le cas contraire, posons x est égal à racine carrée de 2 puissance racine carrée de 2 et y est égal à racine carrée de 2. On a alors x puissance y est égal à racine carrée de 2 puissance racine carrée de 2, le tout à la puissance racine carrée de 2. Qui est égal à racine carrée de 2 puissance racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, qui est égal à racine carrée de 2 au carré, qui est égal à 2. Du coup, x et y sont encore des solutions au théorème. Dans les deux cas, on a bien une solution au théorème. CQFT. Oui, mais laquelle des deux solutions proposées est effectivement une solution du théorème? L'intuitionniste trouve la preuve incomplète car elle ne permet pas d'exhiber uniquement une solution concrète
du problème. Elle dit seulement que parmi deux solutions, au moins une est juste, mais ne précise pas laquelle. L'intuitionniste préférera largement une preuve qui sera beaucoup plus constructive, par exemple qui posera x égale e et y est égal au logarithme népérien de 2, ou mieux encore, x est égal à racine carrée de 2 et y est égal à 2 fois le logarithme de 3 en base 2. La capacité d'une preuve à construire aisément et efficacement une solution du problème est un problème intéressant en tant que tel, et l'intuitionniste va ainsi discriminer des preuves plus ou moins constructives. En particulier, l'intuitionniste va constamment chercher à transformer des preuves non constructives en des preuves constructives, et ces preuves constructives vont ensuite donner lieu à des algorithmes qui pourront avoir une certaine utilité en pratique. Par exemple, on peut prouver le fait qu'il existe une infinité de nombres premiers par l'absurde, parfois même en une ligne. Cependant, il est bien plus intéressant de construire un algorithme qui va chercher de nouveaux nombres premiers. Pour ce faire, on peut adapter la preuve classique d'Euclide. Supposons que l'on a construit un ensemble P de nombres premiers. Pour en construire d'autres, on peut multiplier tous les nombres premiers de l'ensemble P et ajouter 1 au résultat, puis chercher les diviseurs du nombre que l'on a obtenu. Par construction, ces diviseurs ne peuvent pas être les nombres premiers de l'ensemble P, on obtient ainsi des nombres premiers qui n'avaient pas encore été listés dans l'ensemble P. Voilà une façon de construire des ensembles toujours plus grands de nombres premiers et qui montre au passage qu'il y en a donc une infinité. Cependant, l'intuitionniste pourra rajouter que la preuve que l'on a fournie là, si elle est parfaitement valide, elle conduit à des temps de calcul extrêmement lents et que l'on pourrait sans doute faire beaucoup mieux pour construire d'autres nombres premiers en pratique. En fait, il s'agit d'un problème ouvert que de trouver un algorithme performant qui construit toujours plus de nombres premiers. Bref, j'espère vous avoir fait sentir la différence entre les mathématiques platoniciennes et les mathématiques intuitionnistes. On a vu qu'il s'agissait d'une différence dans l'appréciation des preuves et de leur utilité, mais il y a aussi une différence plus fondamentale qui est d'ailleurs liée au théorème d'incomplétude de Gödel. Souvenez-vous, j'avais dit que Gödel avait réussi à construire un théorème G qui dit que G n'a pas de preuve. On peut alors utiliser un raisonnement platonicien pour prouver que G est forcément vrai. Pour cela, on suppose par l'absurde que G est faux. Or, si G est faux, ça veut dire que son énoncé est faux, et du coup, ça veut dire que le théorème G a une preuve. Mais si G a une preuve, c'est que G est vrai. Et ça, c'est bien sûr en contradiction avec l'hypothèse selon laquelle G est faux. Donc notre postulat de base est faux, ça veut dire que G n'est pas faux, et donc G est vrai, mais n'a pas de preuve. Si vous trouvez cette explication obscure, vous n'êtes pas le seul. Elle est juste, mais elle est bizarre. Pour l'intuitionniste, la bonne interprétation du théorème de Gödel est beaucoup plus simple. L'intuitionniste se moque complètement des notions de vrai ou de faux. Ce qui lui importe, c'est est-ce que ça a une preuve. Or, tout ce que le raisonnement par l'absurde que l'on vient de faire montre, c'est que si G a une preuve, alors la théorie est inconsistante. C'est tout. Tout ce qu'il reste à espérer pour l'intuitionniste, c'est qu'on n'arrivera jamais à construire une preuve de G. Voilà qui me semble beaucoup plus simple et beaucoup moins métaphysiquement farfelu que l'interprétation classique. Vous l'aurez compris, j'ai choisi mon camp. Et ça s'est pas mal ressenti tout au long de cette vidéo. Je vous ai en gros donné des bonnes raisons d'être intuitionniste. Cependant, il faut bien avouer que des pans entiers des mathématiques s'effondrent dès lors que l'on rejette le tiers exclu, à commencer par ce que l'on croyait savoir des nombres réels. En particulier, en l'absence du tiers exclu, le théorème des valeurs intermédiaires n'a plus de preuve. Or, ce théorème paraît intuitivement évident. Si je trace une courbe qui traverse une droite, c'est-à-dire qu'au début, elle commence en bas de la droite et elle finit en haut de la droite, alors forcément, quelque part, la courbe intersectera la droite. Ça paraît clairement vrai, non ? Non. La preuve classique de ce théorème est une preuve par dichotomie. Elle nous dit de prendre le milieu de la courbe. Si ce milieu est au-dessus, on va se concentrer sur la partie gauche de la courbe, et sinon, on va se concentrer sur la partie de droite. Et on répète ainsi de suite cette dichotomie jusqu'à ce que nos deux bornes convergent en un unique point où la courbe coupe la droite. A priori, cette preuve classique paraît complètement constructive puisqu'elle nous permet de construire in fine un point d'intersection. Sauf que... Là où la logique intuitionniste est assez bizarre, c'est qu'il se peut que la dichotomie soit inconclusive. Notre point du milieu pourrait être ni prouvablement en dessous de la droite, ni prouvablement au-dessus de la droite, ni prouvablement sur la droite. La loi du tiers exclu est en effet nécessaire pour affirmer qu'un point est soit en dessous, soit au-dessus, soit sur la droite. Mais en logique intuitionniste, il existe une quatrième option. Il se peut qu'aucune de ces trois options n'ait de preuve. Et oui, c'est bizarre, et ce n'est que l'une des très nombreuses bizarreries des mathématiques intuitionnistes. Mais pour devenir intuitionniste, il faut finir par l'accepter.
Une courbe peut traverser une droite sans jamais la couper. La dernière fois, on a parlé des isomorphismes et Jojo Fifou Dupont nous demande s'il y a un isomorphisme entre les notations partie réelle et partie imaginaire des nombres complexes et les notations module argument. Alors, en fait, pas tout à fait, parce que la notation module argument, elle ne marche pas tout à fait pour, elle a une singularité pour le point 0, puisqu'il y a plusieurs façons en fait, notamment de représenter l'argument du point qui correspond à l'origine du plan complexe. Mais plus généralement, la partie réelle et la partie imaginaire, ça c'est complètement isomorphe déjà au plan, ça, ce qui est quand même assez remarquable. C'est pour ça que l'on parle du plan complexe. Le plan complexe, c'est la même chose que les nombres complexes en fait, hein, on devrait leur donner le même nom. Et la notation module argument, on peut voir ça comme le plan complexe moins le point central lorsqu'on prend en tout cas des modules strictement positifs. Alors il existe un isomorphisme un peu plus caché aussi entre les nombres complexes que l'on peut additionner classiquement A plus IB et les nombres complexes en ρ, EI, θ dans la manière notamment dont on peut les multiplier à travers ce qu'on pourrait appeler l'exponentiation, puisque l'exponentiation permet de transformer l'addition en multiplication. Alors il ne s'agit pas tout à fait d'un isomorphisme dans ce cas-là, mais dans le cas par exemple si on prend juste les nombres réels avec l'addition, ça va être isomorphe au nombre réel strictement positif avec la multiplication, et cet isomorphisme qu'il y a entre ces deux espaces, donc pour être plus précis, il s'agit d'un isomorphisme de groupe ordonné. Et cet isomorphisme-là est super important dans l'histoire des mathématiques puisqu'il a permis notamment de faire des multiplications avec des tables ce qu'on appelle logarithmiques, donc de façon beaucoup plus simple. Et je vous renvoie vers la vidéo de Micmat qui a pas mal parlé notamment de la différence d'un côté entre le monde additif et le monde multiplicatif, et d'autre part, il a parlé aussi du logarithme. Antoine Bensala nous fait la remarque que lorsque l'on construit les nombres complexes, d'habitude, par exemple, on va poser ça comme étant R croix R, en gros, il faut deux réels pour décrire un nombre complexe, mais du coup, un nombre réel n'est pas un nombre complexe si on fait ça stricto sensu, c'est-à-dire que l'ensemble des nombres réels n'est pas un sous-ensemble dans ce cas de l'ensemble des nombres complexes. Et donc moi je me souviens qu'en tout cas en prépa on m'avait parlé de l'injection canonique de l'ensemble des nombres réels dans l'ensemble des nombres complexes. Bon, c'est des gros mots pour juste dire que du coup on va essayer de considérer qu'un nombre réel est quand même à l'intérieur d'un nombre de l'ensemble des nombres complexes. Mais vous voyez que si on raisonne purement d'un point de vue théorie des ensembles, tout ça c'est un petit peu bancal, c'est pas très clair. Et la raison pour laquelle on peut quand même se permettre de dire qu'un nombre réel est un nombre complexe, c'est en vertu de la notion d'isomorphisme, en disant que l'ensemble des nombres réels est isomorphe avec un certain sous-ensemble des nombres complexes. Et c'est cet isomorphisme, on appelle une injection canonique, c'est-à-dire que l'ensemble des nombres réels va être inclus, va être isomorphe à un sous-ensemble de l'ensemble des nombres complexes, et c'est ça ce qu'on appelle une injection. Bon, les canoniques, ça veut juste dire le truc évident, on pourrait pas faire autrement. Et c'est cette injection canonique, cet isomorphisme entre l'ensemble des nombres réels et un sous-ensemble des nombres complexes qui nous permet de dire que un nombre réel est un nombre complexe. Donc c'est un abus de langage de dire ça, mais c'est un abus de langage que l'on peut se permettre en vertu de la citation de Poincaré. Erwan Berbador me fait la remarque que Louis de Broglie se prononce en fait Louis de Broglie. J'imagine que je suis pas le premier à écorcher son nom. En même temps, avec un nom comme ça... Sofiane Nanifé nous demande pourquoi est-ce que la notion d'isomorphisme est plus importante que la notion de bijection, pourquoi est-ce qu'une bijection ne suffit pas? Eh bien c'est parce que lorsqu'on parle d'isomorphisme, on a envie d'inclure un peu plus une certaine structure. Donc par exemple, si je prends l'ensemble 0, 1 versus l'ensemble vrai ou faux, bon, il y a une bijection évidente entre les deux, mais ce qui va être intéressant, c'est est-ce que l'on peut faire exactement tout ce que l'on peut faire avec vrai ou faux avec 0, 1. Par exemple, avec vrai ou faux, on a envie de dire que vrai et faux, par exemple, ça fait faux, alors que vrai ou faux, ça fait vrai. Donc on a des petites règles comme ça. Or, si on regarde 0, 1 avec les opérations d'addition et de multiplication modulo 2, par exemple, eh ben on voit que vrai ou faux avec les opérations et ou et 0,1 avec les opérations plus et fois ne sont pas du tout isomorphes, ça se comporte pas du tout de la même façon. En revanche, si on commence à regarder 0,1 avec des opérateurs comme le minimum entre deux éléments et le maximum, là on voit que 0,1 va se comporter tout à coup exactement de la même façon que vrai ou faux, où le minimum va être remplacé par le et le maximum va être remplacé par le ou. Et du coup, là, on peut vraiment traiter
la logique du vrai ou faux, de la même façon que l'on peut traiter des bits 0, 1 avec des opérations de minimum et de maximum. Et donc c'est cet isomorphisme qui est vraiment intéressant et qui notamment a permis de faire les ordinateurs. Bref, vous voyez qu'il y a énormément d'exemples d'isomorphisme et j'espère que je vous ai montré qu'il y a quelque chose de vraiment jouissif à les découvrir. Enfin, je vous avais posé un mini défilé dans l'épisode précédent, dans les commentaires de l'épisode précédent. Le mini défilé consistait à écrire dans la géométrie de Tarski, donc dans cette géométrie formelle du premier ordre, le fait que deux angles étaient égaux, et ce défi a été brillamment relevé par Mick 2048, donc c'est la formule qu'il a écrite quelque part par là. L'idée c'est que deux angles vont être égaux si lorsque je construis des triangles isocèles semblables à partir dont les côtés égaux sont ceux qui sont liés au sommet en question dont on cherche à mesurer l'angle. Si on a deux triangles isocèles dont deux côtés sont égaux, alors l'angle entre ces deux côtés va être le même si et seulement si le côté opposé à cet angle va être égal. Bref, ça correspond à cette formule-là, donc félicitations Mick 2048. Hey, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois, on va parler des cardinaux infinis, mais en logique intuitionniste, et on va voir que ça correspond pas du tout à tout ce qu'on vous a raconté à la fois à l'école et sur Internet. Notamment, quelqu'un vous a dit des grosses conneries, ou en tout cas des trucs qui sont pas du tout valables en logique intuitionniste. Et si c'est pas valable en logique intuitionniste, c'est sans doute que c'est pas du tout pertinent en général. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur nom, et j'espère que je vous verrai la prochaine fois. Mais si on regarde plus précisément cette règle qui nous permet de démontrer A ou non A dans tous les cas, c'est-à-dire sans savoir si la proposition A est vraie ou si elle est fausse, eh bien on entre ici avec cette règle du tiers exclu déjà dans une situation dans laquelle on dit ou bien une situation est vraie ou bien une autre situation est vraie sans savoir de laquelle des deux situations on parle. That's crazy, right? So numbers exist outside space and time. What does that even mean?